Bienvenue à tous dans la correction sur nos fameuses fonctions. Petit exercice que je vous ai proposé dans la dernière vidéo et on vous donne la solution aujourd'hui. Enfin, quand je dis on, c'est vous qui l'avez normalement la solution puisque vous êtes attelé à ça. J'imagine que vous regardez la correction pour voir si vous avez fait la même chose, mais j'imagine que votre code fonctionne. C'est vrai que maintenant, on a vu les boucles, les fonctions, on a vu les variables, on a vu les structures conditionnelles. Eh bien, on peut s'attaquer à des programmes un petit peu plus complexes et évidemment, vous pouvez aussi commencer à réfléchir par vous-même à certains concepts comme notamment la suite de Fibonacci ou comment faire un singulier pluriel en respectant quelques règles. C'est donc ce que je vous propose maintenant que vous savez faire pas mal de choses. Donc on va commencer notre exercice tout simplement avec un menu qui va tourner en boucle bien évidemment et qui va nous permettre d'afficher plusieurs choix. Choix numéro 1, afficher une table de multiplication, division, addition ou soustraction au choix de l'utilisateur bien évidemment, à la fois pour le choix de l'opérateur, mais aussi pour le choix de la table de multiplication, ce qui induira forcément un deuxième menu qu'on va découvrir tout à l'heure. On aura également la possibilité d'afficher la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, pour ceux qui ne l'ont pas vu en cours de mathématiques, eh bien vous l'avez forcément lu dans le Da Vinci Code, ou alors tout simplement peut-être vu dans le film de Da Vinci Code également. D'accord ? Voilà, c'est une suite très très célèbre. Elle est très basique, mais c'est intéressant de justement réfléchir à un concept et de se dire comment est-ce qu'on le met en informatique avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, d'accord? Parce qu'effectivement, des connaissances, vous en aurez d'autres demain, notamment suivant cette chaîne YouTube, et donc forcément, ce sera beaucoup plus facile peut-être demain avec d'autres outils. Mais déjà avec les outils qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on va traiter l'information? C'est un petit peu l'exercice du jour. Sachez également qu'on va avoir la même chose, mais en version lettres. Comment est-ce qu'on traite une information de lettres, une information de français? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un concept qui existe dans la vraie vie et comment est-ce qu'on le transforme en modèle informatique? Et puis enfin, on quitte proprement. Bien évidemment, on gère aussi les erreurs et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc ici, dans notre choix numéro 1, on va tout simplement s'intéresser à un sous-menu, donc avec 4 choix. Le choix numéro 1, table de multiplication, division, addition et soustraction. Bon, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, ça, il n'y a aucun souci, avec évidemment demande d'un choix d'utilisateur pour la table et pour l'opération. Et puis bien sûr, on doit résoudre aussi le tout. J'avais mis une petite contrainte avec une seule fonction plutôt que faire une fonction multiplication, une fonction division, une fonction addition, une fonction soustraction. C'était un peu galère. Je pense qu'avec une seule fonction, on pouvait tout résoudre. Et encore, là où on en est par rapport aux connaissances bien que j'ai essayé de vous prodiguer sur cette chaîne, eh bien, on n'avait pas la possibilité de faire ça super simplement. Du coup, il fallait passer par des structures conditionnelles, mais voilà, tout tenait dans une seule fonction. C'était aussi le but. Et puis enfin, après, le reste, ce sont que des choses basiques. Alors, pour gagner du temps, je me suis octroyé le droit de créer les menus, comme ça on gagne du temps dans le tutoriel. Alors maintenant dans cette correction, effectivement on a notre premier menu ici, menu 1, menu 2, menu 3, enfin choix 1, 2, 3, 4, ici menu 1, 2, 3. Alors comment on va faire? Eh bien vous allez voir, c'est tout simple. Dans un premier temps, nous ce qu'on veut c'est une boucle du premier menu pour qu'il s'affiche à chaque fois. Donc dans ce cas-là, on l'a vu la dernière fois, on fait un simple while et on fait un while true. Et on cassera cette boucle le moment venu, c'est-à-dire au moment du choix numéro 4, tout simplement. D'accord? Donc tout ce qu'on a ici, on va l'indenter et le mettre juste une seule fois suffira ici. D'accord? Ça, c'est pareil, je le mets dans ma boucle parce que c'est ça qui m'intéresse. Très bien. Alors comment on va faire? Eh bien, on va voir, c'est super simple. Maintenant, on va passer au choix numéro 1, d'accord? Ce choix numéro 1 qui va nous faire afficher le choix numéro, le sous-menu, d'accord? Donc pour ça, on va faire un tout simplement if, on va reprendre notre choix utilisateur qui s'appelle choix menu, d'accord? Et on va lui dire égal 1. D'accord? Donc choix menu égale 1. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, j'ai transformé la valeur qu'il me donne, qui est normalement une chaîne de caractères, eh bien je l'ai transformée en entier naturel, puisque comme ça, eh bien je vais pouvoir gérer facilement après pour éviter que les gens mettent un Z, un Q, un E ou n'importe quelle autre lettre. D'accord? Donc comme ça, c'est plus simple. Comme ici, ce sont des valeurs numériques, c'est vraiment beaucoup plus facile. Après, j'aurais très bien pu le laisser sans le transformer et après ici simplement le mettre entre crochets, enfin entre guillemets, ce qui m'aurait donné le même résultat évidemment si je n'avais pas transformé ma valeur. D'accord? Donc ça c'est important.
On va poursuivre et forcément ça je veux le mettre dans mon si, donc on va indenter tout ça. Ici aussi j'ai un choix type table, donc pour définir ici mes informations, et donc ici 1, 2, 3 ou 4, donc je l'ai transformé également en numérique. Mais encore une fois, là c'est libre choix. Alors on va tester déjà ce premier menu, donc là effectivement j'ai bien mon premier menu qui s'affiche, et si je tape 1 par exemple, il m'affiche bien mon second menu. Ok, très bien, tout est bon. Alors je rappelle évidemment que j'ai utilisé ici des /t pour tabulation, ce qui me fait un décalage, d'accord? Je l'ai utilisé 2 fois pour avoir 2 décalages. Je me suis dit que c'était plus sympa d'avoir un sous-menu comme ça, un petit peu décalé par rapport au reste. Voilà, mais bon, ça c'est juste une question de présentation. Et comme plus tard, évidemment, on ne travaillera pas en console, mais on travaillera nous directement sur des fenêtres graphiques, hein, des fenêtres comme des logiciels, des choses comme ça, ah ben, à ce moment-là, on n'aura absolument plus besoin de ce genre de choses. Mais bon, dans le principe, je vous le montre quand même, ça peut toujours servir. Donc maintenant, bon, bah c'est bien beau, on a donc maintenant un type table. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Alors la première chose à faire, eh bien, c'est déjà de se dire où est-ce qu'on en est là, parce que c'est bien beau de faire du copier-coller, mais du coup on ne sait plus où on en est. Eh bien la première chose, eh bien, on a le type de table, donc ça veut dire qu'on a finalement là la personne qui va utiliser le programme va avoir fait son choix 1, 2, 3 ou 4. Donc on sait ce qu'elle veut. Maintenant on va lui demander quelle table elle veut viser, la 1, la 2, la 3, la 50, la 70, parce qu'on ne va pas limiter à tout ça. Donc, eh bien, on va le faire, tout simplement. Donc, pour ça, on va faire un simple choix table. Voilà, on a type table, et bien là, on va faire choix table. Égal, là aussi, on va faire un input, et même, je dirais, on va faire un int, tout simplement. Et là, on va faire, par exemple, d'accord? Et la personne n'aura donc plus qu'à rentrer un numéro. On va même faire mieux que ça. On va proposer par exemple de récupérer ici l'information qu'on a fait ici. D'accord? Donc ici on a type table qui va nous donner choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. D'accord? Ça va être la réponse de type table. Et donc on pourrait tout simplement par exemple ici créer une petite liste d'opérations. Comme ça, on peut récupérer l'information. Moi, je pense que ça pourrait être sympa. Donc, on va le mettre carrément tout en haut, ici, et on va faire liste opérations. Ici, ça va donc nous servir. Alors, c'est un petit rappel, évidemment, des listes. Donc, quelle table, alors du coup, et là, on va pouvoir récupérer notre information. D'accord? Alors, comment on va récupérer notre information? Dans ce cas-là, c'est très simple. Il suffit simplement de faire choix table, liste opération. D'accord? Liste underscore opération. Donc, on récupère notre liste. D'accord? Et à l'intérieur, on va chercher la bonne opération. Mais alors, quelle est cette bonne opération? D'accord? Donc, si je fais ça, par exemple, ici, par exemple, je vais mettre tout ça en commentaire, histoire que ça ne pose pas trop de problèmes. Et on va vite fait regarder comment on pourrait faire ça. Donc ici, liste opération. D'accord? Donc nous, liste opération, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien, en fait, il nous faut quoi? Il nous faut bien chercher l'opération qui a été donnée ici. D'accord? Donc ici, on va avoir une réponse toute simple. Ça va être 1, 2, 3 ou 4. D'accord? Donc ici, on va forcément avoir, j'ai mis le même ordre exprès d'ailleurs, c'est pas pour rien, eh bien, une réponse. Alors, dans cette réponse, eh bien, en fait, la réponse, on l'a ici dans type table. D'accord? Donc, on va faire type underscore table. Donc là, normalement, si par exemple, il a mis 1, ça doit me donner 1. Et moi, du coup, ici, je vais tout simplement lui enlever 1. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, ici, moi, ce n'est pas le choix 1. Le choix 1, c'est multiplication, mais ici, je vous le rappelle, pour les listes, pour les dictionnaires, pour tout ça, ça commence à 0, d'accord? Donc 0, 1, 2, 3. Donc effectivement, s'il a cliqué sur division, ce ne sera pas le choix 2, mais ce sera donc le choix 2 moins 1, puisqu'ici on est à 0 et à 1, d'accord? Donc à partir de là, on a notre opérateur, et normalement, on devrait pouvoir, sans aucun souci, gérer notre histoire, et ça devrait très bien fonctionner. On va tester ça tout de suite, maintenant, d'ailleurs. Donc, on va le faire ici tout de suite, tout simplement, et on va essayer d'avoir la bonne information. D'accord?
ici. Et voilà. Donc on va tester tout de suite, voir si effectivement ça fonctionne, on récupère bien la bonne information. Première chose qu'on va faire donc, eh bien on va afficher 1 ici, et donc moi par exemple je vais afficher multiplication. Donc quelle table de multiplication souhaitez-vous voir? Donc ça marche très bien. On va vérifier sur une autre, parce que la première c'est facile, ça peut être un coup de chance. Donc là également 1, et on va prendre par exemple l'addition qui est en numéro 3. Quelle table de addition souhaitez-vous voir? Voilà, d'accord. Donc c'est simple, ça marche, et c'est un petit confort supplémentaire. Ça veut dire qu'on a bien récupéré la valeur qui est ici, et on l'a convertie pour la retrouver dans une liste, tout simplement. Alors là, vous allez me dire, bah, c'est bien sympathique tout ce que tu nous racontes, mais maintenant, il va pas falloir passer au programme. Effectivement, et on va faire donc une fonction table. Fonction table, voilà, comme ça, on va pas s'embêter dans les noms. Ici, on va créer une fonction table que je vais mettre, par exemple, un peu plus haut, ici. Donc, def fonction table ici. Et on va mettre passe, le temps que je vous explique rapidement ma vision des choses. Après, vous pouvez très bien en avoir une autre, évidemment. Ici, on appelle notre fonction, c'est-à-dire que notre fonction du début de programme, c'était dans le cours, elle est tout en haut, et on l'appelle qu'à ce moment-là, parce qu'on va en avoir besoin qu'à ce moment-là. Ça veut dire que le programme, lui, ne va absolument pas interpréter tout ça, il va commencer à travailler à partir d'ici, d'accord? Et puis quand je vais appeler, il va prendre tout ce qu'il y a dans ma fonction table, et il va me le glisser à cet endroit du code, d'accord? Nous, on l'a vu, on peut passer des arguments, d'accord? Ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Par exemple, eh bien, on va pouvoir passer l'argument numéro 1, le type de table, d'accord? Ce type de table qui a déjà un nom, d'accord? Celui-ci, multiplication, si c'est multiplication. On aurait très bien pu récupérer brut, hein, si choix numéro 1, alors multiplication, d'accord? Ça pose aucun problème. Mais c'est vrai que dans le principe, puisqu'ici on l'a en écrit et que ça fait partie de l'exercice, bah, autant le réutiliser. Et puis on a aussi cette information. Donc on va passer ces deux informations, ce qui va nous permettre dans une seule fonction, en fait, d'avoir à la fois l'étape de multiplication, de soustraction, de division, etc., etc., etc. D'accord? Donc comme ça va nous permettre de gagner du temps. Donc ici, on va récupérer cette information-là et on va la passer en premier. D'accord? Et ensuite, on va prendre la deuxième valeur, qui sera donc le choix de table, que l'on va passer également. D'accord? Comme ça, si jamais il choisit une multiplication et la table de 5, j'aurai déjà ces deux informations que je vais pouvoir remonter, moi, ici. Alors, du coup, je vais leur donner une valeur. Donc, on va faire, par exemple, opération égale, d'accord? Vous pouvez les nommer, hein, ça pose aucun problème. Comme ça, vous allez pouvoir savoir et vous retrouver facilement au départ. Voilà. Après, on ne le nomme plus en général, mais là, on peut le nommer. Donc, choix table, par exemple, ce serait chiffre, par exemple. D'accord? Et donc ici, j'ai bien opération et chiffre que je vais demander ici. Donc, opération et chiffres, d'accord? Et donc, il n'y a pas de souci. Lui, il va prendre, il va lire ça, c'est opération, ça correspond à opération, donc ça correspond à ça, d'accord? Et ici, chiffre égale chiffre, d'accord? Donc, ça va marcher très bien. On va aller dans notre fonction, et à partir de là, il suffit simplement maintenant d'aller faire un if. Donc, nous, c'est le premier, c'est opération, égale, du coup, on va dire multiplication. Là, malheureusement, dans l'état actuel des connaissances que vous avez, vous êtes obligé de faire ce genre de choses. Multiplica. Vous êtes obligé de réécrire les choses. Multi. J'en oublie la moitié. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si c'est multiplication? Eh bien, on va faire for. Je ne sais pas moi. Rang. D'accord? In range de 1 à 11. D'accord? Donc là, on va tout simplement lui dire que chaque chiffre de la série de 1 à 11 pour avoir notamment le x1, x2, x3 jusqu'à x10 inclus, puisque je vous rappelle que ça s'arrête toujours à n-1. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va print et on va faire tout simplement quelque chose de basique. On va faire un f comme ça.
et on va entre les deux mettre nos informations. Donc table, bien sûr, fois, non, elle s'appelle pas table ici. Elle s'appelle tout simplement chiffre. J'aurais dû le nommer table, ça aurait été plus simple. Chiffre fois rang égale. Et ici, on va tout simplement faire la même chose, mais en version numérique pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent le calcul. Donc, chiffre fois. Voilà. Et il ne reste plus, évidemment, qu'ici à mettre tout. Et normalement, ça doit fonctionner. D'accord? Donc maintenant, on va reprendre la même chose et on va changer juste ce qui nous intéresse. Voilà, on va donc pouvoir tester notre programme dès maintenant, voir si on n'a pas fait d'erreur, ce qui peut arriver. Donc ici, par exemple, je vais faire, je ne sais pas moi, une addition, donc le 3, d'accord? Je veux quelle table? La table de 8. Et donc 8 plus 1, 9, 8 plus 2, 10, 8 plus 3, 11, 8 plus 4, 12, etc. etc. Je vois que j'ai un souci ici. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, non, tout va bien, sans aucun problème. Parfait. On peut tester une autre table sur un autre support, par exemple 3. Non, ici, on est sur le 1. Ici, et donc ici, par exemple, on va faire une multiplication. Donc choix numéro 1, et on va tester la table de 7 au hasard. Et donc là, 7 fois 1, 7, jusqu'à 70, ça marche parfaitement. Génial. Bon, et ben vous voyez, hein, finalement, la fonction n'aura pas été si longue que ça, et ça nous a permis de faire pas mal de choses. Alors, on aurait pu encore gagner du temps hein, en utilisant une liste d'opérateurs, etc., etc. Mais voilà, là, c'est déjà pas mal par rapport à ce que vous connaissez. On va donc pouvoir passer au choix numéro 2. Donc ici, on va reprendre l'information. On va la coller là. Et on n'est pas trop mal. Donc je vais laisser un petit peu d'espace quand même, histoire que ce soit plus clair dans notre code. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans le choix numéro 2? Dans le choix numéro 2, si je reviens sur mon cours, ici, donc, j'ai tout simplement affiché la suite de Fibonacci. Voilà. Alors, la suite de Fibonacci, c'est quelque chose de très très simple, d'accord? En gros, en mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes précédents. C'est-à-dire que, effectivement, pour avoir 1 ici, eh bien, je fais 1 plus 0. D'accord? On commence toujours à 0. Donc 0 plus 0 égale 0. 0 plus 1 égale 1. 0 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. Etc. 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 D'accord? Donc nous, on va tester ça. Voilà, et on va tout simplement pouvoir voir comment on le fait en mathématiques. Donc évidemment, on va avoir besoin de conditions. D'accord? Parce que on ne peut pas partir en négatif, on ne peut pas lui dire tu me prends toujours le chiffre d'avant, etc. C'est pareil, on ne peut pas prendre un chiffre ici, par exemple prendre 21, et on ne peut pas lui enlever le chiffre d'avant si on ne l'a pas stocké en mémoire. D'accord? Donc comment on fait ça? On a déjà vu ça presque dès le premier cours, mais on va automatiser tout ça tout simplement. D'accord? Donc nous, on va régler ça avec une petite fonction. Mais d'abord, on va demander le rang. D'accord? Je pense que ça, c'est important de demander à quel rang on souhaite arrêter. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va faire fin suite. D'accord? Puisqu'on va s'arrêter à un moment. Donc, la fin de la suite de Fibonacci. On va lui faire un petit égal. Et on va faire un petit input. C'est les coupures internet, ça c'est pas bien grave, mais vous savez quand on a Orange, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve ou quoi que ce soit, c'est toujours prétexte à une coupure. Voilà. Donc ici, pas de souci, donc ça ne change rien pour nous normalement, et vous êtes toujours là. Parfait. Donc ici, nous, une fois qu'on a cette information, on va pouvoir appeler notre fonction. On va l'appeler fonction suite tout simplement. Et entre crochet pour qu'elle soit, entre parenthèses, pardon, pour qu'elle soit exécutée. D'accord? Ici, marquer un message d'erreur, c'est tout à fait normal, c'est parce que ma fonction suite, il ne la connaît pas. On va tout simplement aller la créer. Donc, on va la créer en dessous. Donc, comme je l'ai dit, l'idéal, c'est de laisser 2 lignes et puis d'attaquer sur la 3e ligne. D'accord? Donc, ici, on définit notre fonction suite, on met 2 points, on indente et on est prêt à travailler. D'accord?
Ici, eh bien, pour travailler correctement, on a besoin de récupérer l'information ici, fin suite, d'accord? Parce que on ne sait pas à quel rang on va s'arrêter. Donc on va la passer dans la fonction pour pouvoir effectivement la récupérer ici et pouvoir travailler avec fin suite. OK? Donc la première chose qu'on va faire, puisqu'on va avoir besoin de choisir un rang qu'on va arrêter, d'accord? Si on veut arrêter au rang 10 ou au rang 17 ou au rang 50, d'accord? Si on veut arrêter par exemple au rang 10, normalement on devrait trouver 55, ok? Donc nous, ici, on va avoir besoin de connaître le rang. Et le rang, ici, nous on indique le rang de fin, mais on a besoin d'un rang de début, d'accord? Donc on va faire un compteur de rang pour savoir un petit peu où on en est, sinon on risque d'avoir des petits soucis, d'accord? Donc première chose à faire, comme d'habitude en mathématiques, on pose une question, on pose un problème, et pour répondre à ce problème, on pose déjà tous les éléments qui sont à notre disposition. On va avoir besoin, comme je l'ai dit, pour faire dans la suite de Fibonacci, on a besoin donc de prendre le chiffre précédent et le chiffre d'avant, d'accord? On a besoin de les stocker en mémoire. Donc on va faire chiffre, on va faire juste avant, d'accord? Une variable avec avant qui va être commencer à 0, puisque notre suite commence à 0 de toute façon, et on va faire avant-dernier. Et là aussi, on va lui mettre 0, d'accord? Alors, il y a sûrement une méthode plus sympa et plus simple de le faire, mais on va faire comme ça, elle fonctionne, et elle est à la portée de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle, d'accord? Parce qu'on va avoir besoin de répéter l'information autant de fois qu'on le veut, jusqu'à ce qu'on ait notre chiffre fin de suite lancé par l'utilisateur, d'accord? Donc dans ce cas-là, on va faire un while, d'accord? Et ensuite, on va faire une comparaison. Donc compteur rang inférieur ou égal, dans l'autre sens ce sera mieux, à fin suite. D'accord? C'est-à-dire que tant que le compteur de rang ici, qui est à 0 pour commencer, n'est pas égal à fin suite, au moins égal, d'accord? Et bien dans ce cas-là, il continue de boucler. Si à un moment il est égal, il continue de boucler. Si à un moment le compteur de rang arrive supérieur au chiffre indiqué par l'utilisateur, il s'arrête tout simplement, d'accord? C'est donc la limite de notre boucle toute simple. Donc après, il ne nous reste plus qu'à réaliser nos différentes étapes. La première chose, c'est if compteur rang égale 0, parce que le problème qu'on a ici, quand on regarde bien notre suite de Fibonacci, c'est qu'on a 0, d'accord? Mais que, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir des chiffres avant 0, d'accord? On n'a pas le droit de faire moins 1, sinon moins 1 plus 0, ça ferait moins 1, d'accord? Donc ça poserait problème. Donc on commence bien à 0, et donc pour ça, il faut faire une exception, entre guillemets, et faire une condition toute particulière si on commence à 0, forcément. Et donc si notre compteur est à 0, il va falloir lui faire un certain nombre de choses pour que, au premier tour, il soit bien à 0, mais au deuxième tour, il soit à 1. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, on fait quelque chose de très simple. On va imprimer ici. Print. Alors, qu'est-ce qu'on va imprimer? On va le mettre en F de print. Comme ça, on va pouvoir mettre les valeurs directement dedans. Et on va faire rang égal. Et ici, on va afficher donc compteur de rang. Ça sera mieux si c'est dedans. Compteur de rang, d'accord. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh bien, on va récupérer la suite, c'est-à-dire qu'on va afficher le résultat, d'accord. Donc ici, on va mettre 2 points et on va faire résultat. Et on va faire, on va la créer après, tant pis, on va le faire comme ça. On va faire résultat, d'accord. Donc ici, on va avoir besoin d'une nouvelle variable qu'on va appeler résultat, d'accord. Donc on va la créer, ça pose aucun souci. On va la créer là, par exemple. On pourrait la créer où on veut, en fait, ça pose aucun problème. Résultat égale 0. D'accord? Donc dans un premier temps, de toute façon, tout est initialisé à 0. Et effectivement, le rang 0, si on est là, eh bien, il est bien égal à 0.
Voilà, donc on ne va pas faire après rang 1 égale, on triche en regardant 1 égale 1, si rang 2 égale 2, alors résultat 1, etc., etc. Non, on va après automatiser un petit peu la tâche tout simplement, d'accord? Donc on va devoir aussi travailler sur quelques infos, on va faire une étape intermédiaire maintenant avec un else if tout simplement, si on arrive à 1. Elif. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, on va faire un compteur rang égale 1. Oui, parce que là aussi, on a besoin de démarrer et d'informations. D'accord? Très bien. Ensuite, donc ici, on va tout simplement faire résultat. Là, on va carrément tricher. Ta égale 1. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va lui définir que le résultat égale 1 parce qu'en fait, en réalité, on ne peut pas faire 0 plus 0 pour arriver à 1. Non, ça ne marche pas. D'accord? La suite de Fibonacci ne fonctionne pas comme ça. Donc, effectivement, pour le premier, il a besoin d'un petit coup de pouce. Et puis après, on va imprimer nos résultats exactement comme ici. D'accord? Donc ici, on va lui créer les informations qu'il nous faut. Voilà. Et une fois que c'est fait, à partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir à la suite. C'est-à-dire que pour arriver au 2, je vais avoir besoin de rang n, bien sûr, si on est au numéro 4, rang n, mais aussi rang n-1 et rang n-2. Ça veut dire que n-2 plus n-1 égale n. Ok, jusqu'à là, pas de souci. Donc, forcément, ici, déjà, dans 1, on va devoir initialiser et dire un petit peu quels sont nos rangs. D'accord? Alors, avant, du coup, égale, et là forcément on va réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, donc on va même mettre avant égale résultat, d'accord, c'est important, c'est à dire que notre chiffre d'avant, puisqu'on doit le décaler, on va le décaler d'un rang, donc résultat il passe à n-1, donc n-1, et après on va avoir n-2, d'accord, donc ici on peut mettre avant dernier égale, donc avant. Ok, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on est à 1, techniquement, on a donc notre résultat qu'on initialise à 1. Donc, on dit compteur rang 1 égale 1. Donc, on va vérifier. Compteur rang 1 égale 1. Jusqu'à là, pas de souci. Et après, on va dire tout simplement que le chiffre avant, d'accord, donc 0, devient donc celui d'avant-dernier, et on va dire que le résultat devient le chiffre avant. D'accord? Donc comme ça va nous permettre à chaque fois de décaler. On va faire maintenant un else pour terminer notre fonction. Et ici, on va tout simplement reprendre l'information. Et modifier ce qu'on a à modifier. Donc le résultat ici, maintenant qu'on a nos deux chiffres, on va pouvoir faire donc avant plus avant-dernier. D'accord? Donc on a bien notre résultat. Ici, on récupère bien avant qu'on transforme en avant-dernier et on récupère bien le résultat qu'on transforme en avant. Alors ne faites pas cette phrase-là, cette instruction-là avant celle-ci, parce que sinon vous allez modifier le avant et du coup vous n'allez plus rien avoir de correct. D'accord? Donc pensez bien aussi à la légitimité des informations. Normalement, on a tout ce qu'il faut ici. Je m'aperçois quand même qu'il y a une chose qu'on n'a pas faite. Oui, c'est modifier le rang, parce que là, effectivement, on reste toujours sur un rang égal 0. Donc à chaque fois, on a besoin de modifier le compteur de rang. D'accord? Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc compteur de rang, sinon nos applications, enfin nos conditions ne fonctionneront plus, d'accord? Plus égal 1, d'accord? Donc ça, on va le faire partout. Il y en a un de trop ici. Et ici, bien évidemment. On va tester ça tout de suite, notre suite de Fibonacci version maison. Donc ici, choix numéro 2, d'accord? À quel rang souhaitons-nous nous arriver? Par exemple, le rang 15. Voilà. Et là, j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que tout simplement, while, compteur rang, fin suite. Voilà. Là, c'est pas supporté. Très bien. Donc, ça veut dire que j'ai fait une petite erreur.
Alors effectivement ici on voit bien qu'il me demande, il me dit que ma chaîne n'est pas supportée. Voilà, effectivement, donc je dois avoir un STR et forcément on ne peut pas comparer un STR. Donc on va regarder ça, c'est donc fin suite. Comment c'est fin suite? Ici. Oui, d'accord. Eh bien oui, il faut forcément ici que je transforme le tout en chiffres, sinon ça ne va pas marcher. Si je ne le transforme pas en entier naturel, je risque d'avoir un petit souci. Voilà, ça c'est le souci de la concentration liée à la vidéo, hein. J'admets que depuis le début de ces cours, je ne suis pas habitué à faire de la vidéo comme ça et du code en même temps qui demande beaucoup de concentration pour quelqu'un comme moi. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner puisqu'on a transformé notre réponse en nombre logique. D'accord? Donc on va vérifier ça. Là, du coup, non pas 1 mais 2. Ici, on va donc nous arrêter donc ici au rang numéro 15 et on a donc le bon résultat. Rang égale 0, 0. D'accord? On va prendre par exemple le rang 9 égale 34. On va vérifier quand même ici. Le rang 9 égale 34. Ensuite, on va prendre le rang 12 par exemple 144. Rang 12, 12, 12, 12 ici 144. Ça marche parfaitement, c'est génial. Rang 15, 610. Rang 15 ici 610. Voilà, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien, tout simplement. C'est plutôt quelque chose de chouette, hein. Bon, moi je suis content. On va donc pouvoir poursuivre et passer à la suite, tout simplement. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est notre choix numéro 3. Le choix numéro 3, il nous dit gérer le singulier et le pluriel. D'accord? Donc là c'est pareil, on va faire la même chose ici. Et numéro 3. Parfait. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on nous demande. Alors, quelle est vraiment l'instruction qui a été demandée par moi-même? D'accord? Donc, on va regarder ça et on voit donc choix ici numéro 3. Donc, choix numéro 3. Gérer les règles communes, pas les exceptions. D'accord? Donc, OK. Donc, on va se concentrer sur quelque chose de très, très simple. Parfait. Alors ici, on va tout simplement faire un input encore une fois. On va l'appeler par exemple choix couleur. D'accord. Juste choix couleur puisqu'on va demander qu'une seule couleur. Donc là, input. Et là, on n'aura pas besoin de la convertir puisque effectivement, ce sera un mot, directement une chaîne de caractères. D'accord. Donnez-moi. Voilà, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut poser problème de temps en temps. Alors on va regarder nos règles tout de suite, d'accord? Et puis on va d'abord créer la fonction, comme ça ce sera fait, et on pourra se concentrer juste sur la fonction. Donc on va l'appeler, allez on va pas être très créatif, fonction couleur. D'accord? Et là on va lui mettre nos deux parenthèses, on va lui indiquer à l'intérieur choix couleur, puisqu'on va récupérer l'information. Je vais prendre tout ça et on va créer notre fonction. Ça va, je ne l'ai pas effacé. Ici, on va laisser plus de place. Voilà, ici, def, choix couleur. Hop, passe. D'accord. Donc, alors, si on regarde un petit peu, quelle est la règle? La règle générique. Accorder correctement les adjectifs et les noms de couleurs n'est pas tout rose. Oh oh, hashtag humour. Il suffit pourtant de retenir quelques règles suivantes pour y parvenir. Donc là, je suis sur françaisfacile.com. Il est normal que je cite ma source. Donc ici, on nous dit tout simplement pour la règle générale, et c'est ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, les adjectifs de couleur utilisés seuls s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient et donc ils prennent un S au pluriel, d'accord? Par exemple, bleu, jaune, vert, rouge, etc., etc., d'accord? On nous dit que si l'adjectif provient d'un nom de fruits, de fleurs ou bien de pierres précieuses, lui, il reste invariable. Par exemple, des yeux émeraude, d'accord? Ou des yeux marron, parce que marron, c'est un fruit, entre guillemets, d'accord? Etc., etc. Bon, après, il y a quelques exceptions comme ça, d'accord? Donc, moi, j'ai inclus tout simplement la majorité de ces exceptions-là. J'ai inclus également tout ce qui concerne le basique, d'accord, dans ma liste, mais après, vous avez peut-être affiné vous aussi, d'accord? Et donc maintenant qu'on a cette règle, c'est-à-dire qu'en gros, ça prend un S tout le temps, sauf dans quelques exceptions, donc on va définir une liste et on va dire que tout ce qui est
dans cette liste prend un S et tout ce qui n'est pas dans cette liste ne prend pas un S. D'accord? Bon, c'est très grossier ce qu'on va faire, mais ça donne déjà une première piste. On pourrait affiner avec d'autres listes. Hein. Par exemple, eh bien, je pensais notamment au départ vous faire quelque chose, vous savez, avec les O hein, qui se finissent par EAU. O ou bien d'autres mots par exemple, voilà les pluriels, hein, est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met pas de S, est-ce qu'on met un X, etc., etc., etc. Mais en fait je me suis dit que ce serait long pour un exercice, mais techniquement vous avez les capacités aujourd'hui de le tenter, d'accord? Donc nous la première chose qui nous intéresse c'est de savoir si on va mettre un S ou pas à un mot, d'accord? Donc on va essayer de respecter un minimum cette règle. Donc juste avant de monter là, moi je vous invite à transformer ici le tout en lower. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, ça veut dire que ici, si par exemple la personne met rose avec un R majuscule et que dans votre liste, lui il va faire un comparateur très précis, d'accord? Et si dans votre liste vous mettez un R minuscule, pour lui, rose avec un R minuscule n'égale pas rose avec un R majuscule, d'accord? Avec lower, vous transformez donc toutes vos majuscules en minuscules et comme ça, eh bien, vous allez pouvoir traiter vos informations et avoir donc la bonne information et surtout, eh bien, retrouver ici la possibilité d'avoir quelque chose qui va vous donner satisfaction, entre guillemets, d'accord? Donc la première chose qu'on va faire, c'est établir une liste, évidemment. Alors pour établir une liste, il n'y a pas 36 solutions, on va la faire ensemble. Enfin moi je vais la copier-coller, et puis vous n'aurez qu'à la récupérer. Haha. Alors, on va commencer par supprimer le pass, d'accord? Et moi, je vais copier ma liste ici. Alors, on vérifie que je suis bien indenté, et je suis bien indenté, donc normalement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Ça veut dire que ma liste est bien dans ma fonction. Jusqu'à là, pas de souci, tout se déroule bien. Alors maintenant, première chose, eh bien, on va faire une petite fonction, tout simplement. Une fonction qui va être une fonction for, du coup, puisqu'on est dans une liste, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus indiqué. Et on va prendre pour couleur, d'accord? Là aussi, on choisit la variable d'itération qu'on veut. Donc, on peut mettre for du schmoll, for Jean-Jacques, for Roberto, for, je ne sais pas moi, Clara, for couleur, parce que c'est une couleur, tout simplement. Dans quoi? Dans la liste couleur, liste couleur avec un S, voilà. Et donc là, on va aller chercher un élément, le premier élément de notre liste couleur. Il va le comparer avec quoi? Eh bien avec choix couleur, tout simplement, d'accord? Et il va s'apercevoir si choix couleur correspond à bleu, oui ou non. Ensuite, choix couleur correspond à blanc, oui ou non, etc., etc. Et il va faire ça, et il va parcourir toute la liste. C'est le principe d'une boucle for. Je vous invite à revoir la vidéo si vous n'avez pas vu. Et ici, donc, on va se poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe si couleur égale couleur? D'accord? Donc, if couleur égale, donc, choix couleur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si la couleur, la première ici, qui est le bleu, donc, correspond bien au choix utilisateur? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Le but d'une fonction, et notamment d'une boucle, eh bien, c'est de rester le plus vague possible avec des mots, d'accord? Et puis après, eh bien, c'est l'utilisateur qui remplit les valeurs, comme ça, on gagne du temps, et puis on peut se resservir de notre fonction au maximum, d'accord? Donc ici, on va tout simplement faire si couleur égale couleur, eh bien, dans ce cas-là, on va faire quelque chose de simple, on va faire un print, d'accord? Ensuite, dans mon print, moi, ici, je vais mettre un F print pour pouvoir accéder à ma fonction et à mes informations facilement. Ici, on va faire donc choix couleur, puisque c'est ce que l'utilisateur a demandé, d'accord? S'accorde. Et donc, forcément, on redonne choix couleur, mais nous, ce qu'on veut, c'est le résultat. Donc ici, on va simplement rajouter S à la fin. D'accord? Donc, à partir de là, normalement, si effectivement notre couleur correspond à une des couleurs qui est présente ici, eh bien, ça devrait fonctionner. On va faire un test tout de suite avec une couleur qui est dedans. D'accord? Et on va regarder ce qui se passe. Donc, choix couleur, c'est le 3. Ici, par exemple, on va taper bleu. D'accord? Et il me dit bleu s'accorde avec bleu.
au pluriel, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a bien compris le truc et que ça fonctionne bien, d'accord? Alors moi je remarque quand même ici que j'ai un gris, d'accord? Et évidemment si je teste avec gris, je vais rencontrer un petit problème, d'accord? Alors lui il va pas me marquer d'erreur, mais il va me dire quand même qu'il y a un petit problème. Par exemple, si on va sur le 3 et qu'ici je marque gris, d'accord? Eh bien il me marque gris avec 2 S, donc ça veut bien dire qu'il y a un petit souci. Alors on va faire une structure conditionnelle rapide pour éviter qu'il y ait ce genre de choses. Donc if, couleur. Du coup, ici, on va taper directement, puisqu'on n'en a qu'une qui termine par un S. Je suis en train de vérifier. Oui, on n'en a qu'une, donc on peut taper comme ça. D'accord? Et bien, dans ce cas-là, on va récupérer ça. D'accord? Sauf qu'on va enlever le S. D'accord? Et ici, on va faire tout simplement else. Et on va indenter pour que ça vienne bien dans le S. Donc vous voyez ici, donc si couleur égale choix couleur, pas de souci, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir l'accorder, sauf si évidemment ça tombe sur gris. Donc on va tester tout de suite avec rouge et gris par exemple. Donc 3 ici, donc on va taper rouge, ça fonctionne, ça s'accorde, parfait, et on va taper gris. Ça s'accorde, mais gris reste comme ça, d'accord? Donc pas de souci, ça fonctionne. Très bien. Maintenant, comment on va gérer la dernière possibilité, le choix, par exemple? Alors là, on risque d'avoir un petit souci, d'accord? Donc ce qu'on va faire, nous, c'est que forcément, couleur n'égale pas couleur, donc on va tomber ici. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, simplement? Else, d'accord? Puisque si couleur n'égale pas égale couleur, choix couleur, d'accord? Donc tout va bien. Mais si jamais il n'égale pas choix couleur, donc techniquement ici je devrais me mettre là et je devrais mettre quelque chose comme ça. Ne s'accorde pas. D'accord? Donc on va tester, voir si ça fonctionne. Ici 3 par exemple. Donc si je fais bleu, et je commence à avoir un petit souci, d'accord? Ça veut dire qu'ici, ça me marque bleu s'accorde bleu, et après bleu ne s'accorde pas, bleu ne s'accorde pas, bleu ne s'accorde pas. Bon, admettons que ici, je décide tout simplement de bloquer quelque chose. Par exemple, en mettant ici un break, d'accord? On va voir ce que ça donne. Après tout, vous êtes là pour tester, d'accord? Ici, donc on va recommencer. 3, bleu. Ok? Donc ici, c'est marqué bleu s'accorde, donc très bien. Par contre, juste après, bleu ne s'accorde pas. Ça veut dire que dans ma boucle for ici, il prend en compte la chose. Ça veut dire que ce n'est pas bien indenté. Ça veut dire que ce n'est pas au bon endroit. D'accord? Donc on va tout simplement sortir de là, revenir un cran en arrière, sous le for, et ici on va mettre un if, tout simplement. D'accord? Mais if quoi alors, du coup? Parce qu'on n'a pas de comparaison. D'accord? Puisqu'on ne peut pas dire if couleur égale liste de couleurs, puisque effectivement ici, on ne va pas tenter de faire une boucle pour prouver qu'elle n'est pas dedans. D'accord? Ce sera un peu compliqué. D'accord? Donc ici, on peut faire tout simplement un if not. On l'a déjà utilisé. Et on peut utiliser une sorte de compteur. D'accord? On va l'appeler un comparateur. Un booléen. Voilà, tout simplement. C'est oui ou c'est non. D'accord? Et on va l'appeler par exemple dans la liste. Voilà, ça c'est quelque chose de très simple. C'est un petit hack qu'on pourrait utiliser pour régler notre problème. Donc ici, on va créer dans la liste, oui, ici, dans la liste. Ici, par défaut, on va lui dire que c'est false. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, au départ, on dit notre valeur, eh bien que ce n'est pas dans la liste. Ensuite, il va tester, d'accord, pour couleur, dans couleur, est-ce que c'est dans la liste? Si oui, alors il fait tout ça. Sinon, effectivement, eh bien, dans ce cas-là, il va faire tout ça. D'accord? Il ne s'accorde pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'accord? Donc, on va vérifier tout simplement. On a presque fini pour cette partie. Et donc là, par exemple, on va tester bleu. Bleu s'accorde, bleu ne s'accorde pas. Pourquoi? Ah, c'est embêtant ça. Eh bien oui, c'est tout simple. Parce que pour lui, ici, bleu
effectivement dans la liste, mais en tout cas, ça reste toujours false dans la... On n'a pas changé la valeur de... On n'a pas changé la valeur du booléen, d'accord? Donc ici, on va tout simplement transformer en true, d'accord? Pour indiquer que c'est dans la liste, et ici, on va le mettre également, puisqu'on a une structure conditionnelle, d'accord? Donc ici, hop, true. Et normalement, ça devrait régler notre problème. On va voir ça tout de suite. Donc ici, 3, et je marque bleu par exemple. Bleu s'accorde, bleu au pluriel. On n'a plus rien d'autre. Très bien. Alors maintenant, testons avec une couleur qui ne s'accorde pas, par exemple orange. Ah oui, ça ne marche pas si je le fais dans le menu. Il faut qu'on gère les exceptions également. Donc 3, orange. Décidément, on y va. 3, entrée. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Orange. Il ne veut pas faire mon test. Hein. Voilà, ça y est. Orange ne s'accorde pas. Donc, ça marche très bien. Voilà. Donc là, on a bien réglé le problème. C'est vrai que de temps en temps, quand on est comme ça, on est obligé d'utiliser un booléen, donc un indicateur, pour savoir si l'interrupteur est allumé ou s'il est éteint. S'il est éteint, c'est parce qu'il faut allumer la lumière. S'il est allumé, eh bien, il faut éteindre la lumière, tout simplement. D'accord? Donc, c'est le principe. Et ici, ça fonctionne donc parfaitement pour notre programme. On va poursuivre maintenant avec le point numéro 4. D'accord? Ce point numéro 4, vous le connaissez bien. On va revenir ici. On va faire if choix 4, tout simplement. Ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on fait un simple break. Voilà. Donc, jusqu'à là, pas de souci. C'est quelque chose qu'on commence bien à maîtriser. Alors, maintenant, on va régler nos erreurs. Eh oui, pour éviter d'avoir des erreurs. C'est vrai que où est-ce qu'on peut faire des erreurs de saisie aujourd'hui? Eh bien, dans les menus, essentiellement. Alors, par chance, les menus, on les a mis 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est assez facile à régler. D'accord? C'était volontaire pour l'exercice. Mais sinon, bon, maintenant, vous savez gérer les multi-erreurs. Hein, on a déjà vu ça. Donc, ici, on va s'intéresser à tout ce qui peut gérer une erreur. Donc, on va commencer par un try, tout simplement. Le try, c'est on essaye. Et alors, où est notre premier choix? Notre premier choix est là. Donc, le try, on peut le mettre là ou on peut le mettre là pour des questions de commodité. On va le mettre dans la boucle parce qu'on va avoir besoin de gérer tout ça. Donc, on va nous mettre ici tout dans la boucle. D'accord? On va indenter pour arriver dans le try. Et maintenant, on va prendre l'except ici. Except, et on va tout simplement lui mettre value error, parce que ce sera une value error si jamais on a quelque chose, d'accord, et on va lui dire print d'accord. Donc on va tester ça tout de suite, d'accord. Et on n'a pas tout à fait fini parce qu'effectivement, il y a une erreur qu'on n'a pas encore gérée. Donc, si par exemple, je fais afficher choix table, d'accord? Donc, je fais afficher choix table, jusqu'à là, pas de souci. Et admettons qu'ici, je fasse 5, par exemple. Eh bien, on se rend compte qu'on a une erreur, d'accord? Et que ça n'a pas géré notre système d'erreur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, on se rend compte que 5... D'accord? Eh bien, en réalité, 5 n'est pas dans notre liste d'opérateurs. Ok? Donc, c'est bien embêtant. Ici, on a en index error. D'accord? Alors, on pourrait très bien gérer aussi index error ici. Mais en fait, on pourrait tout simplement éviter d'avoir à gérer index error en lui interdisant à cet endroit-là, avant même qu'il aille chercher la valeur numéro 5 de notre liste, eh bien, on pourrait lui dire tout simplement, tu n'as pas le droit de mettre 5. Si tu mets 5, c'est donc une value error, et donc dans ce cas-là, 1, 2, 3 ou 4 maximum, d'accord? Parce que là, effectivement, la value error que l'on a, eh bien, elle ne s'applique que si lui, il trouve une value error ici, d'accord? Mais ici, il trouve une index error. Donc, on aurait très bien pu faire également or index error, d'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, ici, on va se faire en sorte que, eh bien, on capture l'erreur avant qu'elle n'arrive, d'accord? Ici, par exemple, donc, ici, il crée une erreur, je récapitule, c'est bien parce qu'il cherche une valeur 5 dans ma liste, ici, qui ne comporte que 4
chose. D'accord? Si je rajoutais une cinquième, le 5 ne serait donc plus une erreur pour lui. Ok? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de capturer l'erreur avant. Oui, parce que l'erreur a été faite avant de chercher ici. L'erreur a été faite dans le sens où il n'y a pas de choix numéro 5, donc forcément, il y a une erreur. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va aller juste après notre choix ici. D'accord? Et ici, on va tout simplement faire un petit if, parce qu'on aime bien ça. If choix menu. C'est pas ici que j'aurais dû le faire. C'est un peu plus haut, mais c'est pas grave. On va le faire. Menu. Inférieur à 1 pour éviter qu'il mette 0 par exemple. Or, choix menu. Supérieur à 4 par exemple. Et bien dans ce cas-là, on fait un raise value error. Et là aussi, c'est une fonction. D'accord? Donc techniquement, on va prendre ça, on va le mettre au bon endroit, parce que là, on n'y est pas du tout. On va le mettre ici dans un premier temps. D'accord? Donc on va capturer notre erreur ici. D'accord? Et on va capturer notre erreur également ici, parce que c'est important de le capturer à chaque fois. Donc ici, on ne va pas mettre choix menu, on va faire type table. Et type table ici. D'accord? Et là, normalement, on aura capturé toutes nos erreurs. On va pouvoir tester. Donc, choix menu, par exemple, si je mets, je ne sais pas moi, 5 ici, il me dit, vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3 ou 4. Très bien. Que se passe-t-il si sur mon premier menu, j'utilise par exemple la valeur H? Vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3 ou 4. Très bien. On recommence ici. Qu'est-ce qui se passe si je choisis par exemple 1, d'accord? J'ai mon deuxième menu, je choisis 5, d'accord? Vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3, 4, d'accord? On recommence ici, je veux toujours afficher mon sous-menu et je veux maintenant mettre un D. Eh bien, là aussi, vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3 ou 4. Donc, on ne risque plus d'avoir d'erreur. OK? Et bien voilà, on a fini notre exercice sur les fonctions. Vous avez vu, on commence à avoir des programmes qui ressemblent à des programmes, qui commencent à se structurer de la même manière, etc. On va avoir une nouvelle structuration dès la prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner, pensez à liker et merci évidemment pour tous vos petits commentaires. À tout bientôt.